Bonjour à tous, bienvenue à ce premier numéro des Chroniques 365. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc, les nouveautés Microsoft Teams, Graph, SharePoint Online et Flow. L'idée de ces chroniques, ça sera de se retrouver tous les 2 mois pour qu'on vous présente les nouveautés Office 365. Donc tous les 2 mois, les thèmes pourront changer suivant les nouveautés que sortira Microsoft. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les personnes qui vont participer aujourd'hui à ce Chronique 365. Je m'appelle Joël, je suis consultante Office 365 et SharePoint et MVP Office Développement. Avec moi, il y aura Damien Sell, qui est consultant Office 365, Aïcha Kassimi, qui est consultante Office 365, et Gilles Pommier, qui est consultant Office 365 SharePoint et MVP Office Server and Services. Nous faisons tous partie de la société SmartView, qui est une société de consultants informatiques basée à Montpellier et à Paris. Je vais de suite passer la parole à Gilles Pommier, qui va vous présenter une vue d'ensemble d'Office 365. La première chose en fait qui nous intéressait pour démarrer cette série de webinars, c'était une question qu'on nous pose régulièrement par rapport à qu'est-ce que c'est en fait qu'Office 365 et pour comprendre mieux ce que c'est qu'en fait qu'Office 365, l'objectif c'est d'avoir une sorte de vue d'ensemble de ce qu'on a sur Office 365 et la meilleure source en fait d'information que nous avons trouvé, c'est ce qu'on appelle le tableau périodique en fait Office 365. Donc on vous donnera les slides à la fin, donc vous aurez l'URL de ce tableau-là. Et ce tableau périodique en fait, là que vous voyez à l'écran, il est extrêmement intéressant parce qu'il vous permet de pouvoir voir les différents services en fait Office 365 et de pouvoir filtrer, c'est-à-dire si par exemple je veux me concentrer uniquement sur les outils de chat et de conferencing, de pouvoir me mettre dessus ici pour les isoler. Si je veux avoir une vision sur les différents outils pour pouvoir faire de la gestion de projet, je vais pouvoir les isoler comme ça. Après, donc vous pouvez aussi cliquer sur un des éléments pour avoir le détail, et puis du service. Et puis si vous êtes aussi intéressé, là je vous montre tout en haut dans les licences, vous avez aussi les différents services par licence. Donc si pour les gens qui se posent des questions d'avoir une bonne overview en fait d'Office 365 et de ce qu'on peut faire avec, c'est la meilleure source d'information qu'on a trouvé et qu'on donne en référence à chaque fois. Voilà pour cette première partie, première introduction. Alors, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou si on ne parle pas assez fort, à nous le dire dans le chat. Pour les questions, vous pouvez les noter au fur et à mesure et on y répondra à la fin. Donc, je vais vous présenter maintenant les nouveautés Teams. Une des premières nouveautés qui était attendue depuis quand même un petit moment, c'est les utilisateurs invités. Donc, qu'est-ce qu'un utilisateur invité? Un utilisateur invité, c'est une personne qui ne fait pas partie de votre tenante Office 365, donc qui ne fait pas partie de votre organisation, mais qui dispose d'un compte de messagerie professionnelle ou grand public tel qu'Outlook ou Gmail, par exemple. Et donc, c'est une personne avec qui vous avez besoin de collaborer, que vous allez pouvoir inviter dans votre équipe Microsoft Teams pour collaborer avec elle. Les utilisateurs invités ont accès à toutes les discussions, les réunions et tous les fichiers des équipes dans lesquelles ils sont invités. Ils sont couverts par la même protection de conformité et d'audit que le reste d'Office 365, c'est-à-dire qu'ils sont invités dans votre tenant, mais vous allez quand même pouvoir les voir en fait dans vos rapports d'audit. Vous allez pouvoir voir leurs activités. Donc ils seront comme tous vos utilisateurs dans tous les rapports d'analyse et logs. Ils seront bien sûr identifiés comme externes, mais vous aurez accès à toutes leurs données, leurs analyses. Et enfin, au niveau gouvernance, c'est très important, ils peuvent être gérés de manière sécurisée comme tous vos utilisateurs dans l'Azure AD. C'est-à-dire que, je vous montrerai ça juste après, vous pouvez les faire apparaître dans votre centre d'administration Office 365 et les gérer de la même manière que vous gérez tous vos utilisateurs. Donc on va voir dans un premier temps comment ajouter un invité à une équipe Teams. Donc je vais me rendre dans mon outil Teams, juste ici. J'ai mon équipe qui s'appelle collaborateur invité. Si je clique sur les 3 petits points juste à côté de mon équipe, je vais pouvoir ajouter des membres. Alors j'ai déjà fait la manipulation pour que ce soit un peu plus rapide, mais je vais quand même vous montrer. Donc vous avez juste à rentrer l'adresse mail de la personne concernée. Donc dans mon cas, je m'auto-invite moi-même pour les besoins de la démo. Donc je rentre mon adresse mail personnelle. Vous pouvez voir que c'est une adresse mail gmail.com. Je n'ai pas de compte Office 365 rattaché à cette adresse mail. Et donc ici, il me propose d'inviter la personne.
Donc, si je l'ajoute, il va me dire que le membre existe déjà. Dans le cas où il n'existe pas, vous aurez la personne en tant qu'invité et vous fermez. La personne sera alors ajoutée à votre équipe Teams. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, la personne que vous venez d'inviter va recevoir un mail. Je vais vous montrer de suite à quoi ressemble le mail. Donc, il va recevoir un mail de ce type. Donc, il lui indique qu'il a été ajouté à une adresse Microsoft Teams. Donc, il y a le nom de la personne qui vous a invité. Dans mon cas, donc Joël vous a invité à l'équipe collaborateur invité. Et vous avez ensuite juste ici un lien, ouvrir Microsoft Teams, qui est très simple, qui va vous ouvrir dans un nouvel onglet Microsoft Teams. Et ce qui va se passer, je vous ai pris des petites captures d'écran pour vous montrer. Dans un premier temps, vous allez arriver sur cet écran qui va vous dire que vous êtes bienvenu dans le tenant de SmartView, donc le tenant dans lequel j'ai été invité. Et si vous cliquez sur le petit bouton Next, vous allez être invité à vous connecter avec un compte Microsoft. Donc moi, j'en ai un qui est lié à mon compte Gmail. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un, c'est gratuit. Et par la suite, vous êtes donc sur le Microsoft Teams de l'équipe qui vous a invité. Donc dans mon cas, vous voyez que j'avais pas de compte Office 365. Donc j'ai uniquement accès à l'équipe qui m'a invité, donc collaborateur invité, juste ici. Et je vais pouvoir accéder aux différents canaux de communication et parler avec les personnes de l'équipe. De la même manière que je vais pouvoir converser avec les personnes qui sont dans l'équipe dans lesquelles je suis invité. Voilà donc dans un premier temps comment inviter une personne dans une équipe Microsoft Teams. Bien entendu, au niveau gouvernance, il est très important de gérer ses utilisateurs. Donc vous avez deux moyens principaux de gérer ses utilisateurs. Dans le centre d'administration Office 365, si vous êtes administrateur, donc vous allez dans le centre d'administration Office 365, je vais vous montrer ça juste après, vous cliquez sur paramètres, services et compléments, et là vous allez avoir un service qui s'appelle Teams, qui va vous permettre en fait de gérer de manière globale les droits que vous donnez aux utilisateurs. Donc ça peut être les utilisateurs membres de votre tenant ou les utilisateurs invités. On va détailler ça juste après dans une démo. Il est important de savoir qu'un nouveau centre d'administration est en train d'être déployé depuis avant-hier. Donc ce nouveau centre d'administration, je vous le présente dans la slide juste après. Quand il sera disponible pour votre tenant, tout simplement, vous allez avoir un warning, le warning qui vient de s'afficher juste en dessous, qui vous dira votre centre d'administration a été migré. Vous pouvez y accéder en cliquant ici. Donc quand ça arrivera, si vous cliquez, vous allez voir apparaître ce nouveau centre d'administration. Donc ce centre d'administration regroupe à la fois Teams et Skype. Une des grandes modifications importantes, c'est qu'il va vous permettre de créer des polices personnalisées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des polices de sécurité personnalisées avec différents droits que vous allez pouvoir assigner, comme la possibilité de supprimer un message, d'envoyer un message, d'utiliser des images animées dans les conversations ou de chatter tout simplement. Et ces polices que vous allez créer, vous allez pouvoir les affecter à un utilisateur particulier. Là où avant, vous aviez, pour l'instant, vous avez uniquement des polices pour tous vos utilisateurs et pour les invités. Donc, je vais vous montrer comment administrer vos utilisateurs. Tout simplement, si vous allez dans votre Office 365, je vais reprendre la manipulation depuis le début. Donc, je suis allée dans l'onglet administrateur, juste ici. Et ensuite, j'ai cliqué sur la petite molette paramètres et je suis allée dans services et compléments. Donc ça, vous pouvez le faire uniquement si vous êtes administrateur de votre tenante Office 365. Vous cliquez ensuite sur Microsoft Teams et vous allez voir qu'il y a différents paramètres que vous allez pouvoir gérer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les paramètres par utilisateur et type de licence. Donc, vous pouvez, suivant le type de licence de vos utilisateurs, leur permettre d'effectuer différentes actions. Dans notre cas, on s'intéresse aux invités, donc je sélectionne invité juste ici. Vous pouvez dire que vous activez ou désactivez Microsoft Teams de manière globale pour ce type d'utilisateur. Et juste en dessous, vous allez voir que vous avez des curseurs. Donc, il y en a qui sont désactivés par défaut, vous ne pourrez pas les réactiver. Par contre, vous allez pouvoir permettre aux utilisateurs invités d'utiliser la vidéo pendant la réunion, par exemple, d'effectuer des appels privés ou pas. Et de la même manière, au niveau messagerie, vous allez pouvoir leur permettre de supprimer des messages, de modifier des messages, d'avoir des conversations privées ou non. Donc ça, c'est des actions qui vont être assez simples à mettre en place et qui vont vous permettre de gérer ce qui se passe sur votre Teams lorsque des personnes invitent des utilisateurs externes.
L'autre manière de gérer ces utilisateurs, c'est directement dans Teams. Donc là, vous n'avez pas à être administrateur Office 365, vous avez juste à être propriétaire d'une équipe. Donc dans mon cas, je suis propriétaire de l'équipe collaborateur invité. Si je vais sur les 3 petits points juste ici et que je clique sur gérer l'équipe, donc on voit que j'ai mes 2 membres, donc mon compte professionnel et mon compte personnel qui lui est invité. Et si je vais dans paramètres, juste ici, j'ai les autorisations des membres. Donc c'est tous les droits que j'affecte à mes membres. Je veux par exemple dire que sur mon canal, uniquement les propriétaires peuvent publier des messages. Je vais pouvoir permettre aux utilisateurs de supprimer ou de modifier des messages ou non. Donc ça, c'est simplement des cases à cocher et suivant ce que vous cochez, vos utilisateurs auront des droits différents. Et il y a des paramètres spécifiques pour les utilisateurs invités, c'est-à-dire que vous allez pouvoir leur permettre de créer ou pas de nouveaux canaux et également de supprimer des canaux. Dans la plupart des projets, normalement, vu que les utilisateurs sont uniquement invités en tant que consultants, ils consultent uniquement de l'information et ils modifient les documents si besoin. Par défaut, la création et la suppression des canaux n'est pas activée. Si vraiment vous en avez besoin, vous pouvez le faire juste ici. De la même manière, quelque chose qui peut être intéressant au niveau gouvernance, vous pouvez activer ou désactiver les mentions. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un canal, les personnes peuvent mentionner les gens, donc en faisant juste arrobas, si on fait par exemple arrobas équipe, toutes les personnes qui font partie de l'équipe vont être notifiées du message qui va suivre. C'est quelque chose qui peut être important de désactiver si vous êtes dans des équipes qui sont très importantes. S'il y a 200 personnes, par exemple, on peut désactiver la mention équipe ou la mention canal pour éviter que les gens reçoivent du spam pour tout type d'information. Voilà, ça peut être quelque chose à mettre en place. Voilà pour l'administration. Je vais maintenant vous montrer le dernier point des nouveautés, la restauration d'un canal. Alors la restauration d'un canal, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de restaurer un canal jusqu'à 21 jours après suppression. C'est-à-dire que si, par mégarde, vous ou un de vos utilisateurs supprime un canal de communication, ce qui peut être très embêtant si c'est par exemple un projet d'équipe, ou si vous finissez un projet et que vous supprimez le canal puis vous vous rendez compte 2 jours plus tard que vous n'avez pas sauvegardé certaines données, vous allez pouvoir restaurer le canal et récupérer toutes les informations qui se trouvaient dans votre canal, c'est-à-dire les conversations et les fichiers. Il faut savoir que par défaut, tout le monde peut restaurer un canal, mais il existe un paramètre d'équipe qui permet de restreindre la restauration et la suppression aux propriétaires d'équipe. Je vais vous montrer ce paramètre juste après. Et tout de suite, je vais vous montrer comment supprimer un canal. Donc la suppression de canal, c'est assez simple. Vous vous rendez sur votre équipe, vous allez sur le canal que vous souhaitez supprimer. Donc là, on peut voir que j'ai un début de conversation, j'ai des fichiers. Et si je décide de supprimer mon canal, tout simplement, je clique sur les 3 petits points. J'en ai les droits puisque c'est activé sur mon équipe. Et je clique sur supprimer canal. Donc il me demande si je suis bien sûr de vouloir supprimer ce canal. Je clique sur effacer. Je vais vous montrer que les utilisateurs, en tant que, par exemple, utilisateurs invités, vont être informés de la suppression de ce canal. Donc là, je me connecte avec mon utilisateur invité. Et je vois que Joël Ruel, hop, a supprimé le canal Chronique 365. Je suis informé que ça s'est passé. Par contre, moi, en tant qu'invité, je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas la possibilité. Le propriétaire de l'équipe ou les membres de l'équipe, par contre, peuvent aller dans Gérer l'équipe, juste ici, dans Canaux. Hop, et vous voyez qu'ici, vous avez mon canal actif, qui est général, et en dessous, j'ai un petit onglet qui s'appelle Supprimer. Et donc, vous voyez ici qu'il y a le canal des Chroniques 365 que je viens de supprimer. Donc, pendant 21 jours, il sera disponible à cet endroit. Et je peux cliquer sur Restaurer. Il me demande de bien valider que je vais restaurer tout le contenu. Il vient de restaurer mon canal juste ici. Et vous pouvez voir que j'ai mes conversations telles qu'elles étaient avant suppression. Et j'ai tous mes fichiers. Et de la même manière que tout à l'heure, mon utilisateur invité peut de nouveau accéder au canal, avec tout ce qui était présent auparavant. Voilà pour les nouveautés Teams. Je vais maintenant passer la main à Damien pour vous présenter les nouveautés graphes. Partager mon écran. Bonjour.
Bonjour à tous, donc je suis Damien Sell et je vais vous parler aujourd'hui de Microsoft Graph et plus spécifiquement des nouveautés autour de Teams dans Microsoft Graph. Donc Microsoft Graph, c'est une API qui permet de se connecter à divers objets, tout un réseau qui est un réseau d'objets qui est appelé du coup le Graph, qui sont liés à Office 365. Graph, donc l'API est basée sur des standards du web qui sont REST et JSON. Il possède à mon sens plusieurs avantages. D'une part, il est simple parce qu'il y a une seule URL à retenir, qui est graph.microsoft.com. Il est sécurisé parce que pour utiliser le graph, il faut au préalable avoir un jeton d'authentification qui est généré par Azure AD et qui permet du coup de gérer les droits pour l'accès à Microsoft Graph. Et troisième avantage, il est portable du fait des standards REST et JSON qui sont utilisables dans la plupart des langages de programmation. Graph, pour Graph, il y a une documentation qui est assez complète, qui est sur le site de Microsoft. Microsoft fournit des exemples et des SDK, un outil de test qui s'appelle le Graph Explorer, une documentation technique qui est assez fournie, et aussi une feuille de route des différentes évolutions du service. Donc, plus pour décrire le graph contient la plupart des briques d'Office 365, comme par exemple Groups, OneDrive, Outlook, Planner. On peut avec le graph récupérer des informations plus de type technique comme des rapports d'usage. On peut aussi récupérer des informations métiers comme par exemple des rendez-vous chez un utilisateur. Et d'autre part, le graph exploite le protocole HTTP de manière assez complète puisqu'on peut faire du get pour récupérer des données, mais aussi du post pour créer des enregistrements, par exemple créer des rendez-vous, et également du delete pour supprimer des données. Donc pour modéliser un peu la complexité, le graph possède plus d'une centaine de services, tout domaine confondu. Donc un petit schéma pour modéliser le graph. Donc le graph est centré autour de l'utilisateur avec le service me. Et donc là avec ce schéma, on voit bien l'appellation graph prend tout son sens. Donc l'objet me qui est relié à différents rapports, qui est relié aussi à l'organisation, qui elle-même est reliée à des groupes, à des équipes. Et voilà, au fur et à mesure du temps, le graph s'est enrichi avec d'autres entités comme les devices mobiles ou desktop, les sites SharePoint, les tâches dans Planner. Et pour aujourd'hui arriver à un modèle qui est assez complexe. Donc à partir de là, on peut imaginer un nombre assez important de cas d'utilisation. J'en donne 3 pour l'exemple. On peut planifier par exemple des rendez-vous depuis un lead dans un CRM. On peut créer une tâche dans Planner depuis une application de gestion de projet. On peut imaginer aussi un cas d'un chatbot qui va récupérer diverses informations comme des rendez-vous ou aller chercher de l'information dans des sites SharePoint. Et de manière plus générale, on peut imaginer n'importe quelle application qui aurait besoin de lire ou écrire dans une brique d'Office 365. Donc ça c'était la partie plus théorique sur Graph. Maintenant on va parler plus du cas spécifique Teams. Donc Graph aujourd'hui, on peut utiliser 2 versions, la V1 qui correspond à la production, et Microsoft fournit également une version, un endpoint bêta qui permet de tester les nouvelles API qui sortent, mais qui sont pas fonctionnelles à 100%. Donc pour utiliser l'API Graph, il y a un seul prérequis, c'est d'avoir un jeton d'authentification Azure AD qui permet du coup de se connecter à Graph de manière sécurisée. Ça nécessite Graph est entièrement gratuit et nécessite aucune licence Office 365 spécifique. Donc pour le cas Microsoft Teams, il est disponible en bêta depuis septembre 2017 sur Graph et n'est aujourd'hui pas encore disponible sur la V1. On n'a pas de date de publication en V1 qui est connue à ce jour. Au-delà du service Teams, il existe aussi des rapports d'activité qui sont liés à Teams, qui existent depuis novembre sur la version bêta. Cette partie rapport, elle est très intéressante parce que elle permet de récupérer des données qui sont liées
les données d'usage et d'activité qui sont liées aux différents outils d'Office 365. Donc voilà pour la description. Maintenant, on va faire une petite démo d'utilisation du graphe sur Teams. Donc, pour se connecter à Graph, donc l'adresse c'est graph.microsoft.com. Et donc, comme je disais, on a la liste des exemples, on a une documentation qui est assez fournie, le changelog qui correspond aux différentes évolutions publiées par Microsoft. Donc là, l'outil qu'on va utiliser, c'est le Graph Explorer. Donc c'est un outil en ligne qui permet d'effectuer des requêtes HTTP pour consommer en fait les services du graphe. Donc là, je me suis authentifié avec mon compte sur mon tenant SmartView. Et donc dans l'outil de requête, je fais les requêtes au graphe que je souhaite. Donc je peux utiliser les différentes commandes HTTP, utiliser le endpoint que je souhaite, soit la V1 pour la production, soit la bêta pour les services qui sont en bêta. Donc pour l'exemple, je vais vous montrer un service assez simple qui permet de récupérer ma photo. Donc le service, c'est donc graph.microsoft.com, comme pour tous les services, la version, le domaine, l'entité que je veux récupérer, et ensuite $value, c'est les commandes au data standard des standards REST. Donc j'exécute la requête, et là j'ai ma photo qui remonte dans le navigateur. Donc maintenant, pour le scénario Teams, j'ai déjà créé une équipe dans mon Teams qui s'appelle Démo Webinaire. Et du coup, dans mon graphe, ce que je veux faire, c'est récupérer les infos associées à cette team. Donc, je fais toujours une requête get, graph.microsoft.com, on est sur le endpoint bêta, et je récupère le groupe qui est associé au GUID de ma team. Donc j'exécute la requête, et je vois que j'ai les informations associées à mon groupe, donc démo webinaire, le mail est activé, le nom affiché, voilà. Et donc ensuite, plus spécifique à Teams, je peux ajouter à cette requête HTTP l'extension /team, et j'ai des infos qui sont plus liées au paramétrage de Teams. Donc par exemple, est-ce que dans cette team, je peux mettre à jour des canaux, est-ce que je peux supprimer des canaux, etc. Toujours dans cette optique-là, je peux également voir les différents canaux que j'ai dans ma Teams. Donc j'exécute la requête, et là je vois j'ai deux canaux, général et test démo webinaire. Donc on retrouve bien dans l'outil Teams. Donc ça, là on a exploité la commande get du protocole HTTP. Maintenant, on va faire quelque chose qui est aussi intéressant, c'est utiliser la commande post pour créer des données. Donc là, par exemple, je veux créer un canal dans mon équipe. Donc toujours pareil, je change la commande HTTP. Là, je veux faire du post, graph.microsoft.com, dans mon équipe, canaux, et il faut que j'envoie du coup une structure JSON pour dire à Graph quelle action je veux faire. Donc là, je veux créer un canal, le display name, donc test webinaire 6 avril, et je peux ajouter une description, test description, j'exécute la requête. Voilà, la requête s'est bien passée, j'ai un code de retour 201, et il me génère un GUID pour mon canal qui a été créé. Je vais dans Teams, donc je vois que j'ai un canal supplémentaire, voilà, démo webinaire, test webinaire 6 avril. Et maintenant qu'on a créé un canal, c'est intéressant aussi de créer d'ajouter un message dans mon canal. Donc pour cela, je vais toujours utiliser le protocole POST. Donc la commande que je vais utiliser, c'est la suivante. Hop, je la copie. Donc toujours dans le groupe, dans les canaux, je rajoute l'ID de mon canal qui a été précédemment créé.
et chat thread. Donc pour créer un thread dans mon canal. Toujours pareil, j'ai une structure JSON en entrée, donc un message, et le message c'est juste du contenu HTML. Donc là par exemple je vais mettre chat thread créé depuis graph avec une balise B qui permet de mettre mon texte en gras. J'exécute la requête, voilà, donc il me donne un ID de message, je vais dans Teams, et dans Teams j'ai bien mon message qui est ajouté à 11h59. Donc voilà l'intérêt d'utiliser Graph dans le domaine Teams. Il y a pas mal d'informations supplémentaires qui sont sur le site de Microsoft, sur le site de Graph. Donc, dans la documentation, on peut voir tous les différents domaines couverts par le Graph, et spécifiquement Teams dans les bêta références. Donc on voit qu'il y a pas mal de services qui sont disponibles pour différents besoins possibles. Donc en plus de la documentation de Microsoft, j'ai écrit un article aussi qui est sur le blog de SmartView, donc https://smartview.fr dans la rubrique blog. Voilà. Donc ici dans la rubrique blog, et vous avez tous nos articles. Donc maintenant, je vais passer la main à Aisha qui va vous parler de SharePoint. Merci, Damien. Donc, Office 365. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés concernant SharePoint Online. Alors, l'idée, c'est concernant la nouvelle interface d'administration centrale pour SharePoint. Et le deuxième point, en fait, il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un point nouveau concernant les sites de communication parce que ça date depuis X temps. Mais en fait, suite à une demande d'une personne inscrite au webinaire, donc il souhaite voir et savoir qu'est-ce qu'un site de communication et l'objectif de créer un site de communication. Et en fait, le point nouveau, si vous voulez, c'est le site hub. Donc, je vais vous en parler par rapport à ça durant cette présentation. Donc, commençons tout d'abord par voir ce que nous offre la nouvelle interface d'administration. Donc, pour cette interface, il nous offre 4 volets principaux concernant toutes les collections de sites. Alors, ça nous permettra de voir ce qui se passe derrière, de voir les sites les plus consultés, les sites les plus partagés. Et le deuxième volet, c'est pour le centre de messagerie. Donc, ça nous aide à avoir une vision sur les fonctionnalités déployées, les nouvelles fonctionnalités ou bien les fonctionnalités mises à jour. Le troisième volet, ça représente l'état d'intégrité des services. Ça vous permettra de voir la santé si vous voulez, de votre plateforme SharePoint, s'il y a des incidents, comment les réparer. Et donc, ça vous permettra de voir si vos services sont sains ou pas. Le quatrième volet, c'est par rapport à la gestion des différents types de sites. Alors, auparavant, on n'avait pas la possibilité de gérer les sites modernes, à savoir les sites d'équipe et les sites de communication. Alors là, avec la nouvelle interface d'administration SharePoint, on a la possibilité de créer, de gérer ces sites modernes via tout simplement cette interface. Alors, la première question qui vous vient en tête avant de commencer, c'est quel est le rôle que je devrais avoir pour pouvoir gérer cette interface et pour pouvoir y accéder. Alors, si vous avez en fait le rôle d'un administrateur SharePoint ou le rôle d'un administrateur votre tenant Office 365, vous pouvez y accéder et visualiser le contenu de cette interface-là. La deuxième question, c'est quelle est la différence entre les deux interfaces? L'ancienne interface, on n'avait pas une page d'accueil détaillée, ficelée, avec tout un aperçu de tout ce qui se passe derrière au niveau de nos collections de sites. Par contre, dans la nouvelle interface, on a cette possibilité-là. On a la possibilité de visualiser et d'avoir un aperçu de toutes les collections de sites.
avec des rapports bien détaillés. Dans l'ancienne interface, on n'avait pas la possibilité de gérer les sites modernes. Donc, pour créer un site moderne, soit un site d'équipe ou bien un site de communication, on les crée à travers la page d'accueil de SharePoint et non pas à travers l'administration centrale. Par contre, dans la nouvelle interface, on a cette possibilité-là. On pourra créer et on pourra gérer ces nouveaux sites. Donc, je vais vous montrer pour pouvoir visualiser la nouvelle interface, il suffit de cliquer sur ce bouton-là et c'est la nouvelle prévision. Donc, vous allez me dire pourquoi on ne tombe pas directement et sur la nouvelle interface parce que c'est toujours bêta. Microsoft n'a pas encore déployé définitivement cette interface-là sur les qui existait et qui existe toujours dans l'ancienne interface. Alors, pour se rendre dans la nouvelle interface d'administration, vous cliquez sur Essayer la nouvelle prévision et vous allez tomber sur cette page-là. Alors, c'est ça, l'administration. Ce sont ces deux-là, ces deux graphes. Le premier, ça, en fait, il s'agit d'un rapport de fichiers par type d'activité. Donc là, vous avez le nombre de fichiers consultés ou modifiés en bleu. Les partagés en interne, c'est en vert. Donc, ça vous affiche ce qui se passe derrière pendant les 30 derniers jours. Alors, si vous avez besoin d'un plus de détails, donc vous cliquez ici et vous allez tomber sur une page le graphe qui est assez celle-là, assez clair, assez grand. Et en bas, vous avez récapitulatif. Quand on est un tab, vous avez les noms d'utilisateurs, l'ensemble de vos utilisateurs avec les différentes activités. Par exemple, là, on a le nombre de fichiers affichés par Joël. Donc, Joël a visualisé 209 fichiers. Et là, vous allez, en fait, vous voyez le nombre de pages consultées. Donc, vous avez tout un tas d'informations en bas et vous avez la possibilité d'exporter ce contenu. On revient vers la page d'administration, la nouvelle page. Ici, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est le centre de messagerie. Donc, vous avez ici les nouvelles fonctionnalités déployées ou bien les mises à jour, des notifications par rapport aux les mises à jour par rapport à des fonctionnalités existantes. Là, c'est l'état de service. Donc, ça vous affiche là que, en fait, le service SharePoint Online est simple, donc j'ai pas d'incident dans mon SharePoint. Si je veux afficher l'historique des incidents ou de tout ce qui s'est passé auparavant, je peux sur afficher l'historique voir l'ensemble des incidents que j'ai eu et en fait et là ils étaient réparés automatiquement. Donc, ça m'affiche ici que mon service est sain. Donc, j'ai pas d'incident par rapport à mon SharePoint. Pour la gestion des sites, pour gérer les sites modernes, donc on pourra le faire à travers ce volet-là. Là, en fait, j'apprécie trop cette fonctionnalité parce qu'en fait, ça nous donne la possibilité de faire plusieurs opérations via une seule interface. Donc, si je veux créer un site moderne, je clique sur créer un site et là, j'équipe un site de communication et un site classique, chose qui n'était pas présente en fait, et qui n'est pas présente pour l'instant dans l'ancienne interface. Là, je pourrais gérer mes sites modernes à travers l'interface
centrale moderne. Là, en fait, je pourrais exporter au format CSV l'ensemble de mes collections de sites. Là, vous voyez en fait un tableau de mes collections de sites avec plusieurs informations, les administrateurs de chaque collection de sites, le modèle de chaque collection de sites. Et là, si je veux effectuer des recherches, je pourrais le faire à travers ce moteur de recherche. Et si je veux filtrer par sites les plus volumineux, les moins actifs, donc j'ai la possibilité d'effectuer plusieurs filtrages à travers cette option-là. Si vous souhaitez afficher les propriétés d'une collection de sites bien précise, donc vous cochez juste la collection de sites en question. Et là, sur le petit, vous avez concernant toutes les collections de sites. Est-ce qu'il y a un groupe Office 365 qui était l'administrateur principal collection de sites? Alors là, vous avez la possibilité de modifier directement l'administrateur de cette collection de sites si vous souhaitez, ou bien ajouter d'autres administrateurs, ou supprimer l'ancien et le remplacer par un autre administrateur. Donc, vous avez la possibilité d'effectuer un tas d'opérations. En fait, imaginez si vous avez un message à diffuser entre plusieurs administrateurs de collection de sites. Donc là, la nouvelle interface nous rend cette tâche très facile et intuitive. Donc, il suffit de cocher les collections de questions dans lesquelles les administrateurs de ces collections de sites sont censés avoir le même message et la même information. Donc, je coche les collections de sites et je clique ici sur envoyer un courrier aux administrateurs. Là, je suis au point d'envoyer un message aux différents administrateurs de ces collections de sites. Donc, j'ai en train d'envoyer un message, de diffuser un message pour ces 4 administrateurs. Voilà ce qui concerne la partie de gestion de site. Donc, il y a en fait plusieurs paramètres ici. Je vais vous montrer un par à l'affichage de la nouvelle expérience ou l'expérience classique pour les bibliothèques et les listes. Donc, vous avez la possibilité soit de garder, donc vous laissez ce bouton activé. Et si vous souhaitez revenir à l'expérience classique et avoir un affichage par défaut contenant cette expérience classique, vous n'avez qu'à désactiver cette option-là et vous n'aurez plus l'affichage de la nouvelle expérience. Chose qu'on ne préconise pas, on souhaite garder la nouvelle expérience parce que c'est intuitif et c'est très simple. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous montrer par rapport à l'interface d'administration. Concernant, là, on va évoquer les sites et les sites hub. Alors, suite à la demande d'un participant au webinaire, donc il veut savoir l'objectif de créer un site de communication. Donc, l'idée d'avoir ou de créer un site de communication, c'est d'avoir plusieurs éditeurs, de créer et de gérer le contenu et bien évidemment avoir un large public qui utilise ce contenu. Cependant, un site de communication n'est pas connecté à un groupe Office 365. C'est le point qui fait la différence entre un site de communication et un site d'équipe. Autrement dit, lorsque je crée un site d'équipe, j'ai automatiquement un groupe Office 365 qui est créé. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe 365? C'est, si vous voulez, c'est une forme d'une boîte aux lettres partagée. Alors là, on a cette boîte aux lettres partagée qui est créée automatiquement à la création d'un site d'équipe. Par contre, pour les sites de communication, on n'a pas cette option-là. Du coup, le site de communication sert à partager l'actualité et à présenter vos articles et vos messages de diffusion. Par contre, vous allez me dire, si j'ai plusieurs sites de communication et plusieurs sites d'équipe, comment je peux pour regrouper mes sites dans un seul site concentrateur? Alors là, c'est la nouvelle option déployée par Microsoft, c'est la notion des sites hub, les sites concentrateurs. Donc, vous pouvez associer plusieurs sites d'équipe et sites de communication pour promouvoir un intranet qui reflète la façon dont vos collaborateurs s'organisent. Donc, les sites hub fournissent une structure de navigation ainsi qu'une recherche sur les sites associés. Alors, ils regroupent également les actualités et les activités des sites associés et affichent le cumul sur la page d'accueil du site hub.
Mais comment je peux créer un site hub? Donc, ce sera à l'aide du PowerShell. Si vous êtes administrateur global ou administrateur dans Office 365, vous pouvez convertir n'importe quel site existant à l'aide du PowerShell vers un site hub. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation officielle. Sinon, vous pouvez attendre la publication d'un blog par rapport à ce sujet-là, par rapport au site hub et par rapport à la nouvelle interface d'administration. Voilà concernant ma partie. Donc, je cède la parole à qui va vous présenter ça. Merci pour votre attention et Agile maintenant à cette partie. Ok, donc alors on va terminer donc sa dernière partie du webinaire. Donc on va terminer par une partie sur Flow. Donc contrairement à mes petits camarades, moi j'ai pas de slide et on va le faire en live tout simplement. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de découvrir un petit peu l'objectif, l'intérêt en fait de ce qu'on va trouver par rapport à Microsoft Flow. Microsoft Flow en fait c'est vraiment un sujet extrêmement pertinent, extrêmement intéressant dans Office 365 et je vais vous le montrer en fait de la façon suivante. Microsoft Flow donc c'est un outillage qui vous permet de pouvoir faire des actions automatisées, donc qui part au départ de tout ce qui va être workflow, mais aussi de pouvoir connecter en fait mes différents services d'Office 365 ou des services externes en fait à Office 365 et de pouvoir réaliser des actions très rapidement, très facilement, sans avoir besoin d'avoir des compétences de développeur ou des compétences techniques chevronnées. La façon dont vous lancez en fait Microsoft Flow, lorsque vous êtes sur votre Mire Office 365 et que vous allez dans la partie Apps ici, donc vous avez Flow ici qui apparaît et donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur l'interface Flow qui se présente de la façon suivante. Donc vous avez une première partie ici sur mes flux de travail donc que j'ai déjà réalisé. Donc il y en a évidemment deux que je vous ai préparés pour les différentes démonstrations que je vais vous faire. Des workflows d'approbation. Et donc, ce qui va devenir intéressant ici, c'est la notion de modèle. Ici, la notion de modèle vous permet de comprendre rapidement, si vous n'avez jamais utilisé Flow, vous permet rapidement de comprendre en fait ce que vous allez pouvoir attendre de Flow, parce que vous voyez en fait que vous avez une quantité gigantesque de modèles déjà disponibles, sachant que les modèles, c'est une façon de démarrer avec Flow. Vous pouvez très bien partir d'un écran vide et de remplir Flow par vous-même et de définir les différentes étapes. Si vous voulez démarrer sur Flow, je vous conseille plutôt d'aller dans la partie modèle pour pouvoir voir déjà tout ce qui est disponible et après imaginer en fait votre scénario par rapport à ce que vous voulez faire. Alors avant de rentrer plus rapidement dans la démonstration, donc juste vous montrer une partie connecteur ici. Dans cette partie connecteur, là c'est pour montrer aussi l'envergure de tout ce que vous pouvez faire en fait avec Flow. Donc vous avez des connecteurs, donc là ils ont les connecteurs les plus courants qui sont sur tous les outils d'Office 365, mais vous voyez aussi on peut avoir du Twitter, on peut avoir je sais pas, des fichiers Excel ou d'autres choses. Et là donc tous les connecteurs en fait qui sont disponibles, on a une quantité gigantesque en fait de connecteurs que vous allez pouvoir utiliser pour mettre en place des actions automatisées dans Flow. L'autre point aussi que je vais vous montrer avant de démarrer, c'est lorsque vous êtes ici dans l'interface Flow, vous avez la possibilité de définir des connexions. Donc les connexions, c'est quoi? Quand vous connectez en fait à un service, il faut évidemment lui rentrer le login, le mot de passe du service associé, et vous avez un résumé en fait de toutes vos connexions qui sont disponibles dans la roue crantée ici, quand vous allez dans connexion. Là, vous allez avoir toutes les connexions que vous avez mis en place, qui sont actives en fait dans votre profil, dans la partie Flow. Donc là, vous voyez, moi j'ai une connexion sur Power BI, une connexion sur SharePoint, une connexion aussi sur Twitter, une connexion sur la partie Analytics. Et donc là, moi j'ai rentré ici mes logins mots de passe pour pouvoir me connecter en fait à ces différents services. Et donc ensuite, quand je vais les utiliser, le cas classique. Alors
Prenons un cas métier qui, je pense, peut vous intéresser directement et pour montrer la simplicité d'utilisation. Vous voulez, par exemple, pouvoir faire de l'analyse en fait de tags dans Twitter. Et donc, l'analyse, ça consiste à, lorsque un des nouveaux tweets en fait arrive, de pouvoir récupérer suivant des conditions. Donc, par exemple, par rapport à un hashtag, bah, je vais être capable en fait de récupérer le tweet et par exemple de pouvoir faire quelque chose, le mettre dans un outil d'Office 365, le mettre dans SharePoint, ou le mettre autre chose. Et donc là, si je cherche ici les modèles qui sont liés à Twitter, et que je clique ici sur rechercher, vous voyez que vous avez tout un tas en fait de modèles ici disponibles qui permettent donc soit de partir de Twitter et de faire des actions, soit par exemple de créer des tweets à partir de publications Facebook, de faire de l'analyse ici des choses qui peuvent être plus poussées. Et là, vous voyez, donc ça permet d'imaginer des scénarios en fait qui vont connecter des services Office 365 avec des services externes. Si on prend le cas classique ici d'enregistrement donc d'un Twitter, d'enregistrement de liste dans SharePoint, comment ça se met en place? Donc si vous cliquez ici sur votre modèle, il vous présente ici donc la solution de ce que vous allez devoir paramétrer. Donc là, vu que moi j'ai déjà mes connexions qui sont présentes, forcément il me les met à disposition ici. Donc là j'ai déjà en fait un site SharePoint sur lequel je suis connecté. Ce site SharePoint, en fait, c'est ce site-là que vous voyez derrière. J'ai un site ici de formation SharePoint avec une liste ici qui s'appelle Tweet. Et donc, lorsque je crée ici mon... alors, attendez, je l'ai perdu. Ici, donc quand je crée ici mon flow, donc je vais lui connecter d'abord ici à mon site SharePoint, après je vais me connecter ici à Twitter. Et donc quand je vais ici cliquer sur continuer, il va m'amener sur l'interface principale en fait de design de flow. Et donc là en fait, bah, je vais pouvoir dire quand un nouveau tweet arrive, par exemple qui va avoir un hashtag, alors on va prendre quelque chose d'assez classique sur lequel on va avoir beaucoup de tweets qui vont être faits, donc par exemple un hashtag Microsoft, bah, je veux créer ici un nouvel item. Donc là, il le fait par rapport à ma connexion ici qui est enregistrée. Et donc là, par rapport à ma connexion, en fait, il me charge donc la liste ici de mes différents sites qui sont disponibles. Donc là, je vais prendre ici celui qui est sur Formation Office 365. Le nom de la liste ici, bah, je vais prendre ici la liste qui s'appelle les tweets. J'enregistre ici mon flux. Donc là, oui, c'est des choses qui sont vraiment... alors, voilà, dans le flux, en fait, ce que je vais faire, c'est... Donc, dans le title, je vais mettre ici le texte du tweet. Mais vous voyez ici, si je clique ici, je pourrais ici mettre plein de choses. C'est-à-dire, je pourrais très bien mettre le nom de l'utilisateur et son tweet, ou son tweet et le nom de l'utilisateur. Et là, j'ai tous les champs ici qui sont disponibles pour agencer, en fait, dans ma liste SharePoint, exactement ce que je veux. Donc là, je fais juste un exemple simple ici que j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, donc je peux commencer à tester en fait le flux de travail. Et donc quand je teste le flux de travail, ici, et que je vais cliquer sur tester, et que je vais cliquer à la fin sur terminer. Donc là, j'arrive sur l'interface ici qui va me permettre de pouvoir voir mon flow s'exécuter. Et au bout d'un certain temps, donc là, ça peut prendre un petit moment, donc on va, enfin, ça prend une minute, donc on va le laisser s'activer un petit peu. Au bout d'un petit moment, je vais avoir le flow qui va se mettre en place, ici, normalement. Alors, s'il se met pas en place, j'en avais préparé un ici, évidemment, de l'autre côté. Alors, il est actif, hein, normalement, il devrait se lancer. Donc, j'active le même à l'autre côté que j'avais déjà préparé avant de faire le webinar. Mais normalement, celui-ci devrait s'activer. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est celui que j'ai fait ici, c'est activé. Donc ça veut dire, là, il y a 4 entrées qui ont normalement dû arriver dans ma liste SharePoint. Et si je rafraîchis ici ma liste SharePoint, je vais avoir donc mes 4 tweets ici qui arrivent. Donc si j'ouvre un petit peu, ce que j'ai dit en fait donc c'est des retweets ici, donc c'est les mêmes informations, mais c'est des retweets ici, donc qui permettent d'alimenter ma liste avec les tweets. Et après, une fois que ces informations sont dans mon site SharePoint, je peux faire ce que je veux. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui va juste aller un tout petit peu plus loin par rapport à l'exemple que je vous ai montré ici. C'est donc je l'ai préparé ici. En fait, c'est un modèle qui, pareil, reprend les tweets par rapport à un hashtag, par exemple,
mais va passer par le service Connective Services, en fait, qui se trouve dans Azure, pour pouvoir analyser, en fait, le tweet et avoir, en fait, la possibilité de définir ce qu'on appelle le sentiment, c'est-à-dire de définir si le tweet par rapport à son contenu est positif ou négatif. Alors, très simple hein, pour comprendre comment ça marche. Le service Connective Services, hein, qui est dans Azure, fonctionne de la façon suivante. Là, vous avez un exemple ici, juste une boîte de dialogue qui permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, si je mets ici une phrase ici qui est positive et que je clique ici sur analyser, à droite, en fait, il va me dire que ton texte analysé est en anglais et le sentiment ici est positif. Par contre, si je change ici en disant quelque chose comme ça, c'est mauvais, par exemple, là, il me dit, vous voyez, il a reconnu que la langue ici était en français et le sentiment ici passe à 29%. Donc, l'exemple, en fait, qui est pas intéressant et pas beaucoup plus compliqué, puisqu'il fait partie des modèles, en fait, qui sont disponibles, ben, l'objectif, c'est de dire, je vais vous montrer directement alors, je vais l'activer, comme ça, vous allez voir ici le résultat. Je vais modifier ici ce flux de travail, donc un tout petit peu différent. Il récupère ici un tweet. Donc, pareil, le tweet, en fait, regarde par rapport au texte Microsoft. Et après, en fait, il va passer dans la moulinette de Connective Services pour déterminer ici le sentiment, donc par rapport au contenu du tweet. Et à la fin, en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple qui est là, c'est je vais mettre le résultat, en fait, directement dans Power BI. Et Power BI, en fait, me permettra de pouvoir montrer des résultats et de pouvoir agir suivant le tweet si le service au niveau sentiment a détecté que c'est quelque chose de positif et négatif et d'exploiter ça en fait sous forme graphique. Donc sous forme graphique, là quand je me connecte ici à Power BI, donc je définis un contenu d'un dataset. Donc là il est déjà rempli hein, puisque je l'ai préparé avant le webinar. Donc il me permet de me connecter ici à un dataset et de remplir ici les différents éléments tels que le nom, le contenu du tweet, le score ici, donc le score sentiment, donc qui va se trouver en fait entre 0 et 1, et d'avoir donc toute cette chaîne-là qui va me permettre de pouvoir récupérer la chose suivante. Quand je vais aller dans la partie Power BI, donc qui est ici, alors là ça a déjà commencé. Vous voyez ici en fait j'ai des trucs qui sont en train d'arriver. Alors c'est des choses que j'ai déjà préparées parce que le but c'était pas de montrer Power BI hein, sur ce webinaire-là, mais le résultat en fait de Flow. Donc là, le résultat de Flow, en fait, qu'est-ce qu'il fait? J'ai d'un côté, en fait, si je vous montre un petit peu le détail quand même, j'ai d'un côté une partie dataset ici, donc qui est là, donc qui est alimentée automatiquement avec mes différents champs ici. Ces différents champs me permettent de pouvoir alimenter des rapports ici. Donc là, j'ai 3 rapports à ma disposition. Un premier rapport qui me liste juste les tweets avec donc le hashtag Microsoft en question. Donc là, j'ai le nom de la personne qui a tweeté, j'ai l'heure, j'ai le contenu du tweet. Là, j'ai mis ici un graphique qui me permet de pouvoir mesurer ici le sentiment. Donc là, vous voyez que le sentiment ici se trouve entre 0 et 1. Et plus on tend vers 1, plus le sentiment est positif. Plus on tend vers le bas, plus le sentiment ici est négatif. Et dans Power BI, j'ai mis aussi un petit compteur ici qui permet d'avoir la moyenne en fait des sentiments. Et donc le tout, au final, si je regarde mon tableau de bord, dans mon tableau de bord, tout ça va s'afficher en temps réel. Donc le tableau de bord que je vous ai montré était ici. Donc là, en temps réel, en fait, ce que je vais avoir, suivant les tweets qui vont arriver avec le hashtag Microsoft, donc là, comprenez bien que l'objectif, là, pour la démo, c'est d'avoir un hashtag sur lequel il y a beaucoup d'alimentation. Mais évidemment, l'objectif pour vous, ça va être plutôt de définir des hashtags qui correspondent à ce que vous souhaitez, par rapport à un événement, par rapport à votre entreprise, et de pouvoir capter, en fait, en direct, des tableaux de bord pour savoir si les tweets qui passent sont positifs, sont négatifs, et de pouvoir faire des rapports par rapport à ça. Donc voilà, et tout ça, donc là, si je vous remontre ici un petit peu comment est mis en place ce flux. Donc le flux a vraiment que 3 étapes. Hein. Première étape, je récupère ici mon tweet avec les tweets avec le bon hashtag. Ensuite, je passe par les Connective Services. Alors, si vous voulez voir juste en 2 secondes juste cette partie-là, parce que je pense que je l'ai ouverte ici. Voilà, donc Connective Services, ici, donc là, ça se passe forcément dans Azure. Il faut forcément ajouter, en fait,
Un service dans Connected Services, quand vous faites Add, ce service va vous proposer différentes possibilités. Et donc, lui, celui qui nous intéresse en termes de configuration, ça va être le service qui s'appelle Text Analytic API ici. Et donc, il faudra juste ensuite configurer, récupérer une clé pour pouvoir ensuite alimenter la partie flow ici. Donc, dans cette partie flow, le but de cette démonstration, c'est de vous montrer qu'on a des choses qui sont vraiment rapides à mettre en place. Vous pouvez imaginer des scénarios vraiment extrêmement complexes avec Flow, de l'interaction avec des outils externes ou internes à Office 365, de pouvoir exploiter les informations, par exemple là dans le service Power BI, et d'avoir des choses au final évoluer avec énormément peu de choses, de configurations à mettre en place et zéro développement sur cette interface-là. Donc, c'est ce qui est pertinent sur Flow, et c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer. Donc ça clôt cette partie flow. Après, pareil comme mes petits camarades, si jamais vous avez des questions, des besoins d'informations cette partie flow, n'hésitez pas donc à vous connecter, à regarder la documentation disponible qui est assez fournie, et sinon de vous envoyer un mail ou de contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet-là. Donc, on va clôturer aujourd'hui ce webinaire Les Chroniques 365. On va rester connecté quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ou sinon, j'imagine que vous commencez à avoir faim ou si vous avez d'autres obligations. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à microsoft@smartview.fr. Je vous remettrai l'adresse dans le chat. Merci beaucoup pour votre attention et du coup, rendez-vous au prochain webinaire dans 2 mois. Merci, bonne journée.